Le jury du prix de thèse PSL-SHS a choisi de distinguer la thèse d'Elsa Favier, Énarques et femmes, le genre de la haute fonction publique, qui a été soutenue à l'école doctorale 286 de l'EHESS et au centre Maurice Alvax, une thèse de sociologie soutenue avec Laure Bérény. Alors, c'est une thèse à l'écriture absolument limpide. C'est pas seulement une thèse qui contribue au renouvellement de l'étude des élites dirigeantes et de leur composition, c'est aussi une thèse de sociologie des professions sur l'organisation de l'ENA, les carrières, le plafond de verre auquel se heurtent les femmes et que certaines transpercent. C'est également une thèse sur la socialisation primaire qui réfléchit dans les familles à l'importance d'une éducation égalitaire, d'une mobilisation familiale pour l'éducation des filles. Enfin, c'est une thèse aussi qui réfléchit aux questions de socialisation secondaire à l'école, au travail des femmes énarques. Alors, il y a plusieurs aspects qui rendent cette thèse remarquable. Il y a l'ampleur du matériau empirique qui combine plusieurs méthodes d'enquête, une enquête ethnographique avec de nombreux entretiens biographiques avec des femmes énarques, des conjoints, des mères, des filles des enquêtées, une observation du travail des femmes énarques dans des contextes formels et informels. Elsa Favier a fait un stage en préfecture, par exemple, et puis une prosopographie avec exploitation d'une base de données qu'elle a constituée sur les trajectoires de ces femmes énarques à partir des fiches individuelles des élèves. Et également une exploitation statistique poussée avec des analyses de régression, par exemple. Et dans toutes ces opérations, on voit beaucoup de réflexivité, beaucoup d'inventivité méthodologique, et surtout, c'est une thèse avec des résultats. La thèse revient sur ce mythe de la révolution de l'ENA, d'emblée ouverte aux femmes dès sa création en 1945. En fait, très peu de femmes ont accédé jusqu'aux années 70 à l'ENA du fait d'importantes restrictions à l'entrée. Durant les études, elles sont entre 2 et 8% des élèves sursélectionnées socialement. Elles sortent toutes, par exemple, de Sciences Po. Et alors qu'elles sont sursélectionnées, à la sortie, elles arrivent dans les secteurs plutôt dominés de la haute fonction publique, la culture, le social, l'éducation, plutôt que l'inspection des finances ou le Conseil d'État. Qu'est-ce qui se passe pendant ces années 70-2000 ? C'est une période de féminisation de l'ENA où, en apparence, les origines, les trajectoires scolaires des hommes et des femmes qui entrent par le concours externe se rapprochent. Si on regarde, en revanche, ce qui se passe du côté du concours interne, on s'aperçoit que la mobilité sociale ascendante par l'ENA demeure un privilège masculin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mobilité féminine, mais quand on regarde de près, ce que connaissent ces femmes par rapport à leurs parents, et c'est un des points forts de la thèse, vraiment de le montrer, c'est une mobilité dans l'espace des positions de genre. C'est le cas dans leur position professionnelle, elles vont s'orienter vers des secteurs plus masculins. C'est le cas en matière conjugale, elles vont s'écarter ici par rapport à la norme qu'on appelle d'hypergamie féminine, qui voudrait qu'en général l'époux soit dans une position plus haute que celle de la femme. Et pour penser cette situation, Elsa Favier va forger une notion qui est un des points forts de la thèse, dont le jury a pensé que c'était une notion qui ferait date, qui montrait une vraie ambition conceptuelle, c'est le concept de mobilité de genre. Et puis, voilà, l'analyse montre que, à partir des rangs de sortie, des orientations entre les années 70 et 2000, que les femmes continuent à être écartées des ministères les plus prestigieux, ceux en fait qui exigent aussi plus de disponibilité temporelle. Et puis les deux derniers chapitres sont aussi une ethnographie avec des morceaux de bravoure de la socialisation de genre à l'ENA, en préfecture, pour s'ajuster à l'idéal viril de la profession. Et donc, c'est une analyse très fine, des gages de féminité à donner, mais en même temps de mise à distance, des rôles féminins un peu subalternes, un peu serviles. C'est une démonstration aussi de ce que suppose ce travail de façonnement de soi, qui va pousser ces énarques à se conformer finalement au modèle d'une féminité blanche et bourgeoise. On ferme la thèse en fait en étant ravi qu'une approche aussi fine, aussi complexe et complète et équilibrée de l'intersectionnalité renouvelle finalement la sociologie de la mobilité sociale et la sociologie de la haute fonction publique. Et je tiens à dire que le jury a été vraiment extrêmement heureux de découvrir cette thèse en particulier, et vraiment il y a un sentiment très chaleureux de félicitations à l'égard du travail d'Elsa Favier. Et je voudrais mentionner aussi les 4 mentions précisément qui contiennent des travaux extrêmement forts, extrêmement novateurs, et ça a été un crève-cœur aussi de hiérarchiser, et ça dit quand même le niveau des thèses qui ont été présentées au concours. Merci aux membres du jury Sciences sociales et à sa présidente, Johanna Siméon-Germanos, dont les mots me touchent beaucoup. Ma thèse porte sur les femmes passées par l'ENA depuis sa création en 1945. En m'intéressant aux femmes qui ont fréquenté les bancs de cette grande école, qui constitue la voie royale pour accéder à la haute fonction publique, j'ai cherché à éclairer un bouleversement majeur de ces dernières décennies,
la féminisation des élites administratives. Comment est-il devenu possible que des femmes accèdent à des positions de pouvoir au sein de l'État, historiquement monopolisées par des hommes? Qui sont les femmes qui peuvent prétendre à ces positions tout en haut de la hiérarchie sociale? Comment s'approprient-elles des rôles professionnels construits comme masculins? À quelles conditions peuvent-elles tenir ces rôles de manière légitime? Voilà les questions que j'aborde dans ma thèse. Pour y répondre, j'ai mené une enquête combinant plusieurs méthodes. J'ai réalisé des entretiens avec des femmes énarques et des membres de leur famille. J'ai aussi effectué des observations du travail en me faisant embaucher comme stagiaire dans la haute fonction publique. Et puis, je me suis lancée dans la construction d'une base de données sur les trajectoires de 2000 femmes et hommes sortis de l'ENA depuis les années 1970. J'ai constitué cette base de données à partir de fiches de renseignement sur les élèves archivées à l'ENA. Cette base permet de comparer les femmes et les hommes, mais aussi les femmes entre elles. Alors, qu'est-ce que cette enquête m'a permis de découvrir? Je vais maintenant vous présenter un des résultats de ma thèse. En faisant des statistiques sur l'origine sociale des personnes qui entrent à l'ENA en cours de carrière, j'ai constaté que les femmes sont bien plus souvent que les hommes issus des classes supérieures. Donc, dit un peu autrement, l'ascension de classe via l'ENA est en fait un privilège masculin. Ce constat frappant m'a conduit à me poser deux questions. Première question, pourquoi l'ascension de classe est-elle possible pour les hommes plus que pour les femmes? Je passe sur cette question, mais vous trouverez des réponses dans le chapitre 3 de ma thèse que je vous invite bien sûr à lire. Deuxième question, doit-on en conclure que les femmes qui entrent à l'ENA au cours de leur vie active sont immobiles socialement? Alors, à l'aune des catégories qu'utilisent d'habitude les sociologues pour étudier la mobilité sociale, les femmes énarques sont pour la plupart immobiles. Mais le hic, c'est que ça ne colle pas du tout avec ce que ces femmes me racontaient en entretien. À mon sens, leur entrée à l'ENA s'inscrit dans des parcours de mobilité. Et pour vous le montrer, je vais partir d'un cas concret. Prenons l'exemple d'une professeure agrégée dont le père est haut fonctionnaire et la mère est au foyer. Après plusieurs années dans l'enseignement secondaire, cette femme passe et réussit le concours de l'ENA. Avant d'entrer à l'ENA, cette femme exerçait un métier du haut de l'échelle sociale. C'est toujours le cas ensuite. Elle ne change pas de catégorie socio-professionnelle, donc on pourra en conclure qu'elle ne connaît pas de mobilité professionnelle. Sauf que, professeur agrégé, c'est une profession qui est certes une profession supérieure, mais c'est aussi une profession très féminisée. Or, en devenant haute fonctionnaire, cette femme, elle accède à un univers où les hommes sont majoritaires et où les qualités et les compétences attendues sont associées au masculin. Elle connaît donc une mobilité professionnelle, mais du point de vue du genre. Ce que je ne vous ai pas encore dit à propos de cette femme, c'est qu'elle est mariée à un ingénieur. En devenant énarque, elle devient l'égale, voire la supérieure de son conjoint en termes de position professionnelle. Et ça, c'est hors norme dans la société française. Donc ça aussi, on peut considérer que c'est une forme de mobilité. Maintenant, comparons cette femme à ses parents. Pour des sociologues de la mobilité sociale, cette femme reproduit la position de classe de son père, lui-même haut fonctionnaire. Sauf que du point de vue du genre, elle occupe une position très différente de sa mère. Bref, si on se détache d'une vision androcentrée de la mobilité sociale, si on change de référentiel en tenant compte du fait que l'espace social n'est pas seulement structuré par des rapports de classe, mais aussi par des rapports de genre, on voit que les femmes énarques sont souvent mobiles. Pour donner à voir ces déplacements sociaux, j'ai forgé une notion, celle de mobilité de genre. Au-delà du cas des femmes énarques, c'est sur cette question de la mobilité de genre que j'aimerais travailler dans les prochaines années.